Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre rendez-vous au cœur du sport messin, avec au programme aujourd'hui le débrief de la défaite du FC Metz dimanche au stade Pierre-Mauroy face à Lille. Et pour en parler, j'accueille un casting inédit aujourd'hui. Notre premier invité, vous l'avez sans doute déjà vu, si vous suivez les Grenats sur Twitter ou sur Instagram. Il est l'un des plus fervents influenceurs de la team FC Metz sur les réseaux sociaux. Anthony, alias le Coin Grenat, est avec nous. Bonsoir Anthony, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien, merci pour l'introduction. Après si tout le monde me connaît, non je pense pas, mais oui c'est sûr qu'il y en a qui peuvent je peux dire quelque chose à certaines personnes, mais plus sur Twitter, Instagram, même si je monte pas trop ma tête. En tout cas, magnifique pull graillou pour l'occasion. Hein. Bravo. Il faut bien, même s'il me tient chaud là, je commence déjà à avoir chaud là. Alors j'accueille également la relève, la jeune garde de Let's Go Metz, tout juste 18 ans, étudiant en journalisme à Lille. Lenny est avec nous. Bonsoir Lenny, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, ça va super et puis ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la malheureuse défaite du FC Metz. Tu t'es remis de tes émotions, t'étais au stade je crois dimanche en plus. Hein. Au stade, remis des émotions toujours pas, ça fait une défaite très amère, un peu rageante, parce qu'on avait quand même l'occasion de faire mieux. On va en parler effectivement. Et enfin notre envoyé spécial dans le sud de la France à Montpellier, Valentin Lachaud nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir mon cher Valentin, comment vas-tu ? Salut Gérald, bonsoir à tous, ça va très bien, ça va très très bien et vous ? Ça va, et fais-nous rêver, quel temps il fait là à Montpellier ? Figure-toi que ce week-end on a eu un temps lillois, alors je vais pas vous faire rêver mais c'était raccord avec le match. Je vois. Alors messieurs, fin de série pour le FC Metz, après 2 matchs nuls et 2 victoires. Les Grenats ont enfin perdu, j'ai envie de dire, dimanche à Lille. Un match émaillé par des erreurs manifestes d'arbitrage, on y reviendra tout à l'heure. Une défaite 2-0 qui n'est pas scandaleuse sur le papier, mais qui, compte tenu des événements et du scénario, peuvent laisser quelques regrets. Alors on a vu une équipe messine à 2 visages, plus entreprenante parfois, un peu plus joueuse qu'à l'accoutumée, mais au final c'est un FC Metz inefficace et un peu trop tendre qui a perdu dimanche à Lille. Messieurs, chacun votre tour. En quelques phrases, j'aimerais avoir votre analyse globale de la rencontre. On commence par toi, Anthony. Pour moi, le match, il a été un des plus frustrants de la saison parce qu'on se déplace quand même à Lille, qui est quand même top 4 maintenant du championnat. C'est une grosse équipe depuis pas mal d'années maintenant. Ils ont été champions de titre il y a quelques années. Au vu du match, au vu de la performance des deux équipes, on se dit qu'il y avait moyen d'aller chercher un point. C'est ce que j'espérais même avant le match. Ensuite, dans le jeu, je ne suis pas spécialement déçu de notre équipe. Au contraire, on a vu des belles choses. Moins de panique avec le ballon, même si on en a perdu quelques-uns, notamment 2 à la suite, où on a failli prendre des contre-attaques vers la 35e minute à peu près. Mais il y a du mieux dans le jeu, il y a du mieux dans la création, il y a du mieux même dans la défense, même avec l'absence de RL et de Colin, parce qu'on a mis quand même Joseph Ndoukudi à partir de la 10e minute en défense droit. C'est pas son poste et on l'a quand même vu, mais on a été solide malgré tout. Lenny, qu'est-ce que tu en as pensé justement toi de ce match ? Est-ce que c'est le FC Metz qui a un peu mieux joué malgré le score, ou est-ce que Lille avait un petit peu la joué un peu facile ? Alors moi je suis partagé, j'ai vu un FC Metz, un beau FC Metz, je trouve, en première mi-temps, avec de l'intention de jouer, d'aller perturber cette équipe lilloise avec un pressing haut. On savait que Lille joue souvent en bloc haut, et justement ça donnait lieu à un match ouvert, et finalement c'est ce qu'on a eu, un match ouvert en première mi-temps. Après moi je comprends pas comment c'est possible de craquer comme ça en 5 minutes. On voit que finalement la Ligue 1 montre une fois de plus que c'est intransigeant. Il suffit de 5 minutes de déconcentration et puis c'est foutu. Donc là, on a perdu le match en 5 minutes. On a eu l'occasion de revenir dans le match à quelques reprises et on a manqué d'efficacité. Donc maintenant, j'espère qu'on va travailler cette efficacité-là parce que le fond de jeu, on l'a. Il ne manque plus que finir les occasions et puis je pense qu'on arrivera à faire quelque chose dans le championnat. Valentin, ça faisait penser un petit peu au match de Toulouse où en quelques minutes, patatras, malgré un bon début, le FC Metz s'est écroulé en quelques minutes. Ouais, je suis complètement d'accord et je rejoins à la fois Anthony et Lenny sur le fait que, on le disait la semaine dernière, on pouvait espérer, je pense, ramener un point à Lille. Parce que Lille, c'est une équipe qui est assez régulière à domicile, qui a du mal contre les blocs bas et c'était assez compliqué. Et la preuve en est, on était dans le match jusqu'à ce moment où on craque en 5 minutes en fin de première période. C'est trop dommage parce que le FCMS était dans le match, même si, à partir de la 30e minute, ça a été plus compliqué, mais ça a beaucoup plus subi les assauts lillois et c'est normal. Parce que Lille est une équipe qui performe beaucoup plus en Ligue 1. C'était un choc aussi un peu haut de tableau contre bas de tableau, une équipe qui joue
joue peut-être les places européennes, même si c'est quasiment sûr, je pense. Et on peut être déçu parce qu'il y avait du contenu intéressant de la part du FC Metz. Et puis bah, après, c'est très dur de se remettre d'une telle fin de première mi-temps, même si je pense qu'un penalty éventuel aurait pu peut-être nous relancer. Alors, comme je le disais, perdre à Lille, c'est pas scandaleux en soi, mais dimanche, clairement, on a vu un manque de maturité à certains postes, un manque d'efficacité devant les buts, notamment sur les pénaltys, hein. Ça a dicté clairement l'issue de la rencontre. Messieurs, on a un peu le sentiment que le FC Metz est en éternel apprentissage de la Ligue 1, à force de jouer l'ascenseur, à force d'avoir des effectifs jeunes et inexpérimentés. Qu'est-ce que vous en pensez, Anthony? Ah, c'est vrai que Metz n'est pas très connu pour son maintien en Ligue 1 depuis les années 2000. On a l'habitude de faire l'ascenseur, donc forcément qu'il y a un manque d'expérience là-dessus, d'autant plus que l'effectif sur Nouvelle est mis à part. Bah, là, actuellement, Ismaël Traoré, qui connaît bien quand même la Ligue 1, et RL aussi, il me semble. On a beaucoup de jeunes, ce qui peut quand même être avantageux pour nous si on se maintient en Ligue 1, si quand bien même nos joueurs ne partent pas à la fin du mercato pendant l'été. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à créer avec cette équipe parce qu'il y a quand même de bons joueurs. Si, bon, Lamine Camara, ça m'étonnerait qu'il reste quand même longtemps. Mais si on se maintient, il y a quand même de bonnes choses à faire avec cette équipe. Donc, j'ai pas de doute quant à l'expérience qu'on peut engendrer avec ce groupe et d'aller de l'avant parce que maintenant, on a vu qu'on arrive à être solide défensivement, même si on est quand même une des pires défenses de Ligue 1, mais c'est souvent à cause des erreurs. Mais suffit d'être bon offensivement maintenant, ce qu'on sait faire parce qu'on joue en contre-attaque, on sait subir, mais maintenant il va falloir savoir être cru dans les moments clés, notamment dans les pénaltys. Et après, ben, ça va se jouer à des détails. De toute façon, le championnat est très serré cette saison, ça va se jouer à des détails, ça peut se jouer à un point comme à un but. On verra bien pour le maintien cette saison, mais c'est sûr qu'il manque quand même beaucoup d'expérience dans cette équipe. Lenny, tu le soulignais tout à l'heure, la Ligue 1, c'est le moindre faux pas, tu le payes cash. Et ça, encore une fois, le FCMS, on l'a vu avec le FCMS dimanche, en quelques minutes, patatras, un caillou dans la chaussure et match plié, quoi. Bah, c'est sûr, on a vu ça hein, avec notamment le penalty aussi provoqué par Fally Kandé. Moi, je trouve qu'on a quand même un certain équilibre. Certes, on a beaucoup de jeunes, mais on a aussi des personnes, des joueurs expérimentés qui viennent apporter beaucoup à l'effectif, comme Ismaël Traoré, comme Mathieu Hudol aussi, on peut le dire, qui est capitaine et qui a aussi une belle expérience Non, mais c'est en en Ligue 1. défense. C'est en défense. C'est en défense, mais moi, pour moi, le problème, certes, il est vers l'avant, on n'arrive pas à finir les occasions, mais le problème, il vient aussi de l'arrière, avec des joueurs qui défensivement ont été en dessous, hein, il faut le dire. On a vu que quand même, il y a une belle offensive lilloise entre Jonathan David, entre Zegrova, entre Cabella, et on a vu Mathieu Hudol, Ismaël Traoré, Fally Kandé dépassés par ces joueurs, ces individualités qui sont vraiment énormes. Et moi, je trouve que justement, il manque peut-être un peu de jeunesse dans cette défense et un peu de fougue. Mais en tout cas, pour revenir à l'aspect offensif, certes, devant, on manque d'efficacité, mais il y a du jeu, il y a un fond. Et moi, je ne suis pas inquiet pour le maintien en Ligue 1 parce qu'il y a un fond. Il ne reste plus qu'à travailler l'efficacité devant, à travailler les phases défensives, ne pas se jeter, etc. Mais comme on l'a vu avec le pressing, pour moi, j'ai vu un pressing très beau. Ça sortait bien sur le porteur du ballon et c'était bien équilibré. Donc maintenant, il faut réussir à faire ça sur un match complet. Ouais, on va y revenir justement sur le mieux. J'aimerais entendre Valentin par rapport justement un peu à cette inexpérience qu'on ressent, ce côté un peu trop tendre de l'équipe. Ouais, bah, j'avais envie de rebondir un peu sur ce que disait Anthony. C'est vrai, il disait, ouais, tu payes tes erreurs cash en Ligue 1. Mais justement, c'est peut-être ce manque de maturité, comme tu disais, Gérald, qui fait qu'on fait ces petites erreurs en Ligue 1. Et bon, après, pour ce qui est devant le but, je pense que c'est aussi lié parfois à un manque de confiance des buteurs. Quand on voit ce qu'il y aura de Jonathan David tout seul devant le but, on se dit que bah, c'est peut-être pas forcément la maturité, c'est peut-être l'expérience. Après, je pense que les deux vont de pair. Oui. Il y a une expérience à prendre en Ligue 1, mais aussi de la confiance, et les deux créent ensuite un cercle vertueux. Et ouais, ce FC Metz-là aurait pu gagner le match s'il avait, je pense, eu peut-être un peu plus de concentration à la fin de la première mi-temps, puisque Lenny et Anthony ont parfaitement résumé ça. Le contenu n'était pas si mauvais. Donc j'ai hâte de voir ce que va proposer cette équipe quand elle va apprendre encore plus. Je pense que cette défaite à Lille, ça va leur servir. Ils vont identifier clairement ce point faible à la fin de la première mi-temps. Se dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Et ce serait bien qu'on voit, par exemple, dans une situation similaire dans les prochains matchs, s'ils ont appris justement de ces erreurs à Lille.
Alors justement, vous en parlez un peu tous. On le disait également tout à l'heure, malgré le score, malgré cette défaite, on a vu des belles choses, des choses qu'on voyait pas forcément lors de certaines victoires. Alors on en sort presque rassuré par certains aspects. Le FCMS semble encore en progrès. Il y a du mieux dans le jeu. Anthony, toi, tu t'es plutôt rassuré pour la suite. Alors rassuré, oui et non, parce que notre forme actuelle et le fond de jeu reposent quand même sur quelques joueurs et ils sont pas nombreux. Je pense notamment à Jalot qui, depuis qu'il est replacé en 10, l'équipe tourne mieux. Van Kerkhoff, qui sur son côté droit, bah, c'est une fusée, voilà, et puis il fait des efforts sans relâche. Vous en avez déjà parlé dans les précédents débriefs, mais il est crucial dans l'équipe à l'heure actuelle. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est Elisor, qui est bien plus présent dans le jeu, et c'est ce qu'il faut à ce SMS, c'est ce qu'il faut à une équipe qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt programmée pour jouer le maintien. C'est un joueur qui va, à l'image par exemple, bon, c'est une comparaison quand même assez folle, mais c'est à l'image d'un Giroud qui va essayer de faire jouer plutôt ses joueurs autour de lui, et c'est ce que j'ai vu. Il redescend pas mal pour demander des ballons, jouer en une touche pour faire jouer Sheikh Sabali qui est sur le côté gauche, ou Van den Kerkhoff, ou même rejouer combiné avec Jalot. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on va pas se mentir que si on fait jouer Tété ou Estoupinian en pointe, c'est des joueurs qui ont besoin d'être servis, qui ont besoin des bons ballons. Et malheureusement, dans l'équipe, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression qu'on a ces joueurs-là. Et je vais finir sur ça en disant que bah, si on joue comme ça, c'est peut-être pour repréparer un retour d'un numéro 9 qui faisait la même chose, mieux certes l'année dernière, mais j'y vois quand même du positif avec Elisor qui crée quand même pas mal, même si c'est pas le meilleur finisseur qu'on puisse avoir. Les NIA, hormis Elissor, les noms que Anthony a donné, c'est des mecs qui sont partis à la CAN et qui vont nous manquer pendant 3-4 semaines, 5 semaines, je crois, euh, s'ils vont jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est sûr qu'on va perdre, comme chaque année, beaucoup de joueurs à la CAN. Ça va être difficile, surtout quand on voit le banc actuel. Moi, quand je vois le banc et les joueurs qui sont rentrés face à Lille et même qui rentrent au cours de la saison, ça me fait un peu peur. On a beaucoup de jeunes, certes, il en faut, mais des jeunes qui ont vraiment pas beaucoup d'expérience et qui sur un match complet, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire le boulot. On a aussi des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, mais moi, je trouve vraiment en dessous, comme par exemple Benjamin Tété, avec sa rentrée que j'ai trouvée médiocre, il faut le dire. Une rentrée, il a quasiment rien apporté. On l'a vu, les quelques ballons qu'il a, il a l'air un peu maladroit devant le but. Ça peut être aussi un manque de confiance, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec la CAN et les nombreux joueurs qu'on va perdre, ça va forcément impacter le FCMS et on va devoir rebondir. Et justement, le mercato d'hiver est aussi là pour peut-être penser à certains joueurs qu'on peut récupérer pour pallier à ces départs. Valentin, on parle de ce mercato, on parle de cette CAN. C'est vrai qu'il va y avoir un coup d'arrêt dans les progrès actuels. Est-ce que ça t'effraie, toi? Ouais, c'est clair, comme à chaque fois, cette CAN, elle nous embête. Je pense que les efforts avaient été faits avant pour essayer de recruter moins de joueurs concernés. Au final, on se retrouve à peu près dans la même situation que pendant la dernière CAN, où là, ça nous avait vraiment mis dans un pétrin, un sacré pétrin. Mais ouais, pour revenir au contenu du match, en fait, déjà, je me dis que pour avoir des pénaltys, c'est que on a fait des incursions dans la surface et c'est qu'on a produit du jeu. Donc, à partir de là, c'est déjà un peu plus positif. Ça veut dire qu'on est moins resté dans notre camp, à moins balancer les ballons devant et à jouer en contre-attaque. Ça veut dire qu'on a provoqué du jeu, c'est une chose. Et puis, j'ai bien aimé l'entrée de Papa Diallo, qui était intéressante. Il a apporté une jeunesse un petit peu insouciante qui était sympa à voir, mais c'est clair qu'il va falloir faire des efforts pendant le mercato. Alors, reviendra Mikotadze ou reviendra pas Mikotadze, on n'en sait rien pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que il va falloir faire beaucoup de poker. Je pense que ça va être des paris, mais il va falloir faire les bons paris parce que sinon, on va vite perdre de la distance par rapport aux concurrents au maintien, qui seront aussi concernés, cela dit, par la CAN, pour certains. Donc, on verra. On verra, ouais. Effectivement. Alors Diallo, c'est vrai que j'avais déjà bien aimé moi son match face à Nantes. Thomas Jean-Georges n'était pas d'accord avec moi quand j'en avais parlé avec lui. Moi, j'ai trouvé justement que Diallo, il y a quelque chose. Et là, c'est vrai qu'en sub, en fin de match, comme ça, il a apporté quelque chose. Et je serais pas surpris que
par la suite, il perce, ce petit-là. Messieurs, j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu délicat. On est obligé d'en parler, l'arbitrage. J'aimerais aussi qu'on mette de côté les éternels adages du style il ne faut pas se cacher derrière l'arbitrage, ou encore le fameux sur une saison, ça s'équilibre. Non, là, je crois qu'on peut légitimement pousser un coup de gueule. Peu importe le score, j'ai envie de dire, le problème commence à devenir sérieux en France. On l'a vu dimanche, l'assistance vidéo mais elle ne résout pas tout. Au contraire, avant l'avènement de la VAR, on pouvait avoir le bénéfice du doute sur une décision arbitrale, mais là, coup sur coup, le penalty absolument évident, non sifflé sur Simon Elisor, juste derrière, c'est lui très discutable sifflé sur Fally Cordé. Ça fait 2 erreurs manifestes, c'est clairement plus possible à ce niveau-là. Moi, j'ai envie de demander, que font les arbitres derrière leurs écrans? Est-ce qu'il y a des consignes? Je pense même, on pourrait parler de la même manière. Souvenez-vous de la sortie d'Alexandre Kidja la semaine dernière avec son point. Là aussi, la décision était discutable, même si elle allait dans l'autre sens. C'était Stéphanie Frappard qui était derrière l'écran. Je ne comprends toujours pas comment on s'en est sorti avec ça. Il semblerait qu'il y ait un vrai problème de crédibilité avec l'arbitrage français. Messieurs, votre avis sur ce qui s'est passé dimanche et sur l'arbitrage en général? Anthony, je t'écoute. Donc pour moi, le penalty obtenu par Lille, en soi, ça peut ne pas être un vol, mais sauf qu'il faut siffler celui sur Elisor avant, parce que si on ne Voilà. siffle pas celui sur Elisor, il n'y a pas de raison de siffler penalty après pour Lille. Donc pour moi qui siffle, c'est pas un scandale, mais dans ce cas on siffle avant pour Elisor. Peut-être qu'après il estimait qu'il ne devait pas siffler sur le premier, enfin j'en sais rien. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des arbitres quand ils veulent se rattraper ou non. Après, sinon, sur le restant du match, j'ai pas de remarques particulières à faire non plus sur Monsieur Angoula. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, l'arbitrage français, on le voit, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, ou enfin, on l'a vu l'année dernière contre Guingamp, par exemple, avec Monsieur Gailloust. Monsieur Gailloust. Mauvais souvenir. Monsieur Gailloust qui a été promu en Ligue 1, même après son match contre Metz. On l'a pas encore croisé d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais, heureusement, parce que s'il vient à Metz, je pense qu'on va plus entendre le sifflet que les chants des supporters. Mais non, c'est vrai qu'on peut se demander ce qui se passe exactement dans la cabine de la VAR, parce que la VAR est là justement pour... L'arbitre peut ne pas voir la faute sur Elisor, c'est pas un souci, on peut se dire qu'il en rajoute un peu, parce qu'en effet, il tombe bien en arrière. Mais après, quand on voit à la VAR qu'il y a il le pousse, hein, clairement, enfin voilà, il le jette par terre. retient et après il le jette par terre. Oui, Ouais, déjà, il y a le tirage de maillot. Il y a le tirage de maillot qui ouais. peut déjà être une faute en soi. Mais ça, la VAR le voit. L'arbitre peut ne pas le voir, ça, on peut comprendre. Tout on est humain, c'est voilà. Mais la VAR, ça doit l'appeler. Et c'est une erreur manifeste parce on rappelle que l'arbitre doit être appelé pendant une erreur manifeste. Or là, un penalty pas sifflé sur une faute flagrante comme ça, c'est une erreur manifeste. Donc oui, il aurait dû avoir penalty sur la faute sur Elisor la première période. Après, est-ce qu'on l'aurait mis? Bon, ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais... Voilà. Lenny, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu compensation à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'arbitre qui peut, admettons, ne pas voir, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui est derrière, enfin des personnes qui sont dans le bus? Justement, comme il l'a très bien dit, l'arbitre aussi, il peut ne pas voir la situation, ça arrive. Et justement, la VAR est là pour justement éclairer Alors cette pourquoi? situation. Mais justement, il y a tellement d'images aujourd'hui, il y a tellement d'images dans le stade, la VAR a tellement d'images, je me demande comment c'est possible. Et honnêtement, ce qui serait bien, ça serait de faire comme au rugby. Tu mets un micro sur l'arbitre dans tout le stade pour qu'on comprenne cette décision. Parce que finalement, nous, on est là dans le stade, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas penalty sur Elisor et surtout pourquoi après il y a penalty sur Jonathan David. Donc pour moi, c'est la même faute. S'il devait y avoir penalty sur Jonathan David, forcément pour moi, l'arbitre aurait dû siffler le penalty sur Simon Elisor. Donc après, je rejoins le point de Grenat sur son avis. Hein. Je pense pareil que lui. Honnêtement, je trouve ça un peu honteux de ne pas siffler le penalty sur Simon Elisor parce que soit tu rentres dans une lignée et tu siffles pour, par exemple, là c'était une poussette, et tu siffles pour la poussette sur Elisor, mais tu siffles aussi sur la poussette de Jonathan David. Les deux, pour moi, c'est la même faute. Et donc, si tu siffles un, forcément, tu siffles l'autre. Après, voilà, c'est l'arbitre qui a décidé, c'est comme ça. Nous, comme il l'a dit, est-ce qu'on l'aurait mis ou pas? On était maudits ce jour-là, donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Alors, Valentin, la question, elle est là. Alors, il y a deux questions. Est-ce que, justement, la VAR est intervenue
et a prévenu l'arbitre et de lui-même, il n'a pas voulu revenir voir, je ne sais pas si c'est possible, ou est-ce que la VAR n'a rien vu et a laissé faire l'action? Et surtout, ce qu'a dit Lenny est très intéressant, cette histoire comme au rugby, là, de pouvoir entendre la décision de l'arbitre, ce serait quand même génial. Ouais, bah, Eleni, tu as hyper anticipé ce que j'allais dire, mais ce qui est très très intéressant, je sais pas si vous avez vu, en fait, ce matin, l'équipe a publié un papier, Voyage au centre de la VAR, on a suivi la VAR hier, enfin ce dimanche. Et du coup, j'ai pris du coup exprès l'article pour vous le lire. Ils disent que au moment, du coup, ils relatent ce qui s'est passé au moment du tirage de maillot de Gabi Gudmundsson sur Elisor. L'arbitre a clamé pas de retenue et son VAR a considéré qu'il n'avait pas commis d'erreur manifeste en commentant les deux joueurs se tiennent et il n'y a pas faute de pied. Et en fait, après, celui qui écrit l'article dit que l'appréciation peut paraître contestable et confirme qu'il y aura toujours une incompressible part de subjectivité dans l'arbitrage dans le football. Et là, du coup, ça rejoint ce que vous disiez sur le rugby. Parce que le rugby, en fait, c'est un arbitrage d'interprétation. Ce qui compte dans le rugby, c'est pas forcément la règle, bien sûr qu'elle compte, mais c'est surtout la cohérence, en fait, je trouve, dans Bah, c'est ça. dans les actions de l'arbitre. Et en fait, ce micro, en fait, qu'à l'arbitre, quand vous regardez Canal, un match de rugby, on entend exactement à l'instant T ce que dit l'arbitre aux joueurs, ce que dit l'arbitre à son camion VAR, ce que dit l'arbitre à tout le monde. Et en fait, bah, du coup, ça nous permet de comprendre. Même si on n'est pas d'accord, au moins on comprend le raisonnement qui a abouti à ça. Et là, ce qu'on manque, en fait, c'est qu'on n'a pas de cohérence. Et du coup, bah, le fait que l'arbitre soit un peu mystifié comme le grand arbitre qu'on ne peut pas trop contester, c'est intéressant quand on voit les arbitres qui vont se justifier après sur le plateau de Prime, dire bah voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu telle action, tel fait de jeu, moi je l'interprète comme ça. Ok, on peut ne pas être d'accord, mais au moins on a l'avis de l'arbitre. Et là, bah, je trouve qu'on manque de ça. Et ce serait bien qu'on arrive un jour, peut-être, les micros arrivent petit à petit, qu'on arrive à avoir un mix. Et enfin, je trouverais ça super intéressant. Enfin, surtout dans des situations où justement la première action, il estime ça. Peut-être que derrière, effectivement, avec ce micro, il n'aurait pas pu, justifier le fait de siffler la faute, quoi. Mais on aurait compris au moins. Je voulais juste rebondir sur les micros des arbitres. L'année dernière, Metz-Bordeaux, le fameux 3-0, justement, on a le micro avec justement cet arbitre, M. Angoula. D'autant, déjà, on comprend, comme vous avez très bien dit, l'avis de l'arbitre, parce que il y avait eu le carton rouge avec la sortie du gardien. Et d'autant plus, ça rend une image plutôt sympathique et des arbitres qui en ont besoin, parce qu'on sait qu'ils sont fortement décriés. Ça peut peut-être jouer aussi de temps en temps sur les situations. Ils peuvent peut-être paniquer, on ne sait pas, peut-être que dans un moment de panique, ils savent pas quoi faire, ils donnent une mauvaise décision. Ça peut arriver, tout le monde peut sortir de son match, que ce soit un joueur ou un arbitre. Donc, ouais, le micro, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. En tout cas, le FC Metz, messieurs, reçoit Brest dimanche prochain, avec, j'ai envie de dire, l'obligation de gagner. J'aimerais avoir vos prévisions et votre pronostic pour ce match face aux Bretons, ce match qui approche dimanche. Lenny, à toi l'honneur. Pour moi, c'est victoire certes obligatoire contre Brest parce qu'on est à domicile, mais attention parce que Brest c'est quand même un adversaire redoutable. Ils sont sur une très bonne forme. On a vu qu'ils ont gagné là 3-0 contre Clermont ce week-end. Donc il va falloir faire très attention. Ils ont aussi de belles individualités. C'est un club qui joue habituellement le milieu de tableau, mais qui se révèle un peu cette saison et qui pourrait peut-être avoir l'ambition de jouer plus haut. Donc attention à ce club. Pour moi, ça va être un match aussi ouvert parce que Brest joue aussi en bloc haut et n'a pas peur de jouer. Donc Metz va devoir un peu agir en contre et pourquoi pas cette fois-ci avoir plus de finition et finir nos actions. Et pour moi, un petit pronostic, du coup, je dirais 2-1 pour Metz. Très très bien. Valentin, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Ouais. On espérait entre 3 et 6 points sur les 4 derniers matchs avant la trêve. Là, il n'y a pas le choix. Ouais, mais moi en fait je suis les matchs de Brest par l'intermédiaire de mon petit gazon parce que j'ai Del Castillo dans mon équipe et en ce moment il fait que de marquer. Donc à chaque fois je vois Del Castillo, là il a encore mis un doublé ce week-end à Clermont. Brest ils sortent quand même d'un 3-1 à Montpellier, d'un 3-0 à Clermont. Je vous l'accorde, c'est pas les meilleures équipes de France, mais je pense qu'on se situe aussi à peu près à leur niveau. C'est là que ça m'inquiète un peu. Il y a une semaine, je me disais bon Brest, normalement il faut qu'on prenne les 3 points. Mais au vu de leur contenu, je me rends compte que ça va pas être si facile que ça. Mais là où j'ai un petit espoir, c'est que Brest, je sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'il y avait eu un match annulé à cause de la neige ou de je sais plus quoi contre Strasbourg ou de la tempête. Et du coup, ils rejouent ce match jeudi. Ça fait quand même peu de temps de récup, sachant qu'ils vont devoir se déplacer à Metz, c'est quand même à l'autre bout de la France.
Donc je me dis qu'il y aura peut-être un peu de fatigue dans les jambes. Je ne sais pas si le coach de Brest fera tourner, parce que malgré tout, ça reste un match hyper important pour le maintien, pour Brest comme pour Metz. Donc il y aura certainement de la fatigue dans les jambes, et c'est là où Metz aura une cartouche à jouer, peut-être en fin de match, en se disant il y aura peut-être un peu plus de pêche, physiquement parlant, je trouve. Donc je dirais, ouais, allez, 1-0 pour Metz. Magnifique. Anthony, plutôt confiant toi pour dimanche? Plutôt confiant, ils ont assez bien résumé mon avis. Donc, oui et non, parce qu'on sait que Brest, voilà, ils ont des bonnes individualités, que Brest peut faire déjouer quasiment n'importe quelle équipe de Ligue 1. Donc après, on sait pas qu'est-ce qu'on va manger avec Metz aussi. Un coup, on peut être bon, un coup, on peut être mauvais, un coup, on peut faire le match de notre vie. Donc c'est toujours compliqué à pronostiquer, mais pour ma part, je dirais un peu comme Lenny, 2-1. Avec une petite remarque en plus, un but de Daniel Jean-Jacques, parce qu'on voit qu'il a envie de marquer, on voit qu'il est fou, ce joueur. Il a la folie que j'aime bien, mais qui doit canaliser quand même pour step up, pour vraiment monter en niveau et progresser, parce que pour moi, il a une grande marque de progression. Donc 2-1 avec un petit but de Daniel Jean-Jacques sur une frappe de 25 mètres, poteau rentrant. C'est moi, un messieurs, visionnaire, là. Très précis. Et si ça passe, si ça passe, bravo. Moi, messieurs, je vais être encore plus optimiste que vous parce que pour la simple et bonne raison que je pense pas aller au stade dimanche. Vu le temps, il fait froid et tout, j'ai envie de rester au chaud pour une fois. Donc du coup, vu que je vais louper le match, ils vont faire le match de l'année et je vois bien un petit 4-0. Vous voyez, le genre de match référence où vraiment on sort de là, on est ravis, tout le monde est content. Et on repart sur une bonne dynamique. Voilà. En tout cas, messieurs, le talk touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de nous écouter sur Spotify. On se retrouve bien entendu sur letsgometz.com pour toute l'actu du sport messin. En attendant, à très bientôt pour un nouveau numéro du talk. Prenez soin de vous. Bye bye. Salut.